Les relations médias peuvent être absolument cruciales et voire vitales en early stage. Il y a beaucoup moins de cash disponible, la levée de fonds pour une start-up est beaucoup plus difficile et le closing d'un fonds pour un VC en amont en fait est beaucoup plus difficile, ce qui cause le problème pour les start-up. J'ai envie de dire, avant que vous ne pensiez que c'est nécessaire, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le meilleur moment, c'était hier. Oui, c'est ça. L'info est fuitée 2 jours en avance. Et ben, l'équipe de Google mondiale de la com était tellement bien préparée. Avant de commencer l'épisode, je souhaitais poser les bases pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers et familières avec l'univers des startups. Une startup, pour se développer, a souvent besoin de financement. Pourquoi ? Parce qu'elle doit investir dans son produit, dans son équipe, dans son marketing, et que cela requiert souvent des coûts qui sont supérieurs aux revenus actuels de la startup. En gros, on doit dépenser beaucoup aujourd'hui pour espérer gagner très gros demain. Ces financements se font en plusieurs étapes, du pré-seed ou pré-amorçage en français, ensuite du seed, de la série A, série B, série C, etc. À partir de 500 000 €, et c'est là que ça nous intéresse, ce sont souvent des fonds d'investissement, des VC pour Venture Capitals ou Capital Risk en français, qui prennent le relais et qui viennent apporter les fonds auprès des startups. Chaque VC a une thèse d'investissement, c'est-à-dire qu'ils investissent dans un secteur spécifique, un ou des secteurs spécifiques d'ailleurs, que ce soit dans le sport, dans la tech, dans l'écologie, et certains VC sont assez généralistes, d'autres très spécialisés. Et dans cet épisode, vous entendrez aussi le mot term sheet. La term sheet, c'est quoi ? C'est le document qui formalise la proposition d'investissement. Combien ? À quelles conditions ? Et avec quels droits pour l'investisseur ? Maintenant que les bases sont posées, je vous propose de découvrir cet épisode et notamment un rôle clé dont on va parler, celui des relations presse, un rôle crucial pour les startups qui souhaitent se développer, qui souhaitent lever des fonds et qui ont besoin de se démarquer de toutes les autres. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de La Capsule. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clara Armandollil, fondatrice de Third Eye Media, une agence spécialisée dans les relations presse pour les startups et scale-up, donc les startups qui sont en expansion, avec de très beaux clients et de très belles entreprises accompagnées, de très belles réussites. Clara, tout simplement, merci de m'avoir rejoint sur ce podcast aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité et de prendre le temps d'échanger aujourd'hui. Écoute, c'est avec grand plaisir. J'ai fait une petite introduction, mais bon, je pense que tu pourras raconter ton histoire beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux du coup te présenter Oui, donc je suis Clara Armandollil, je suis franco-américaine. Après avoir fait des études en relations internationales, j'ai démarré une carrière dans la communication. J'ai démarré en fait à Paris dans une agence de communication et très vite, après 1 an d'expérience, j'ai rejoint l'équipe de Google à Londres où j'ai fait de la communication produit pendant près de 4 ans. Au niveau pan-européen. Donc, en fait, j'ai démarré tout de suite dans une dimension multilingue, multimarché, où je devais coordonner des grandes campagnes pour des produits clés, voire problématiques, parce que je m'occupais de Google Books et Google News à l'époque, qui avaient une ribambelle de procès et une grosse crise réputationnelle pour Google à l'époque. Donc, c'était assez haut en couleur. Après ces 4 ans chez Google, j'ai rejoint Accel Partners, où j'ai en fait, toujours à Londres, ouvert une fonction de communication pour Accel en interne à Londres. Et donc, là, il s'agissait en fait de faire le profiling des partenaires et aussi de relayer certaines des toutes premières annonces de levée de fonds en Europe. Donc, c'était assez... c'est une période assez grisante. Et la presse était vraiment en demande de ce genre d'informations parce que c'était rarissime de lever des fonds en 2012, 2011-2012. Donc ça, c'était aussi un rôle qui a été très international. Pendant le temps où j'étais chez Accel, on a fait des annonces d'investissement et donc de levée dans des entreprises en Russie, en Scandinavie, en Espagne, en France, en Italie, je crois dans certains marchés d'Europe de l'Est également. Donc voilà, donc c'est à nouveau un rôle très multimarché. Et après ça, j'étais dans une position assez privilégiée pour savoir quelles étaient les catégories montantes et dans lesquelles il y avait beaucoup de demandes et d'investissements. Et donc j'ai rejoint la fintech iZettle, qui aujourd'hui s'appelle Zettle et qui a été racheté par PayPal en 2018, que beaucoup de journalistes appelaient le Square de l'Europe, ce qui n'était pas idéal pour le positionnement de Zettle à l'époque. Et je les ai aidés en fait à s'étendre au Mexique et au Brésil. Donc j'ai fait des lancements qui m'ont permis d'acquérir une expérience de marché émergent, une expérience dans une nouvelle région qui était l'Amérique latine. Et voilà, et ensuite je suis revenue en Europe, j'ai repris les rênes de la communication multimarché pour les pays européens, sauf la Scandinavie. D'accord.
Ok. Ils avaient quelqu'un à part. Et donc voilà. Et après ça, j'ai eu comme un moment de plaque tournante où j'ai eu envie vraiment d'un changement plus structurel que de rechercher un autre job dans les mêmes fonctions avec un visage différent, enfin une autre start-up. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai décidé en fait de quitter Londres, quitter le monde du salariat et puis partir à Lisbonne avant que qui que ce soit ne comprenne pourquoi j'étais à Lisbonne. Ok. Mais à nouveau, j'avais cette position quand même assez privilégiée de comprendre où étaient les tech hubs émergents en Europe. Ouais. Et je m'étais aperçue que Lisbonne était vraiment en train de commencer à se distinguer à la fois par une première et une deuxième vague de start-up locales. Uniplaces, Anne Babel, Whole19. Bon, il y avait toute une classe de start-up homegrown, comme on dit, donc des start-up locales, mais aussi un certain nombre de start-up européennes qui délocalisaient beaucoup d'équipes là-bas. Comme c'est le cas aujourd'hui de Google et de bien d'autres. Oui, bien sûr. Et donc, quand j'ai compris que c'était le cas, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être une bonne idée d'aller dans un marché où il y a une industrie de la tech émergente et grandissante, où je peux arriver avec les fameuses best practices de la Silicon Valley, que j'avais quand même acquis à travers Google et Axel, et que j'avais déployé largement dans une start-up comme Zettel. Ok. Donc voilà, donc je suis partie à Lisbonne de manière très intuitive et j'ai commencé à accepter des jobs de freelance. Mes premiers clients, c'était une start-up espagnole en RH. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 ou 3 start-up allemandes. Et puis ensuite, avant même que je puisse calculer trop, j'avais les mains pleines et j'ai converti l'activité de freelance en une agence. Et donc voilà, aujourd'hui, fast forward, aujourd'hui, nous sommes une agence multilingue et multimarché qui, comme tu le disais tout à l'heure, est spécialisée pour les start-up scale-up, mais aussi les fonds de capital risque. Ok, d'accord, oui. Et notre forté, c'est qu'on est multilingue et multimarché. Donc, on peut déployer de manière très agile des campagnes dans divers marchés dès la phase d'amorçage. Est-ce que, peut-être pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers justement avec ce milieu de la relation presse, Ouais. tu pourrais, je dirais, nous parler un peu plus concrètement de cette activité-là? Déjà, il y a souvent la question de quelle est la différence entre les relations médias et le marketing, sans même parler du marketing digital, mais ça s'applique aussi au marketing digital. Le marketing, c'est généralement pour acquérir des clients. L'objectif du marketing, c'est de la vente. Et donc, généralement, c'est quelque chose qui, par nature, est plus mesurable, parce qu'on va mesurer un coût d'acquisition, etc. Et donc ça, je dirais que ça englobe toutes les activités qui permettent de vendre. Les relations médias, même si elles peuvent avoir un effet secondaire d'attirer des potentiels clients. Des clients, exactement. Le premier rôle des relations médias, c'est la réputation et le management de la réputation. Et c'est pour ça que les médias passent par un levier qui est très spécifique, qui est la presse. Pour expliquer un petit peu plus sur comment le mécanisme de la presse et pourquoi ça diffère des autres chaînes, c'est qu'en fait, la presse, c'est un média qui n'est pas le nôtre. En anglais, on parle souvent du owned channels et earned channels. Ouais. Donc les owned channels, ça serait notre propre site web, ça serait notre blog et ça serait nos réseaux sociaux sur lesquels on a le contrôle. Bien et sûr. C'est nous qui émettons un message. Mais donc, une société qui émet elle-même un message pour se décrire n'a pas le même poids qu'une plateforme neutre qui suit une ligne éditoriale précise et rigoureuse. Quand elle va décider de couvrir une information sur votre société, ça a un autre poids. Pourquoi ? Parce que justement, c'est passé par une sélection éditoriale. Est-ce que c'est une information ? Et elle sera traitée de manière plus ou moins neutre, généralement. Après, il y a un peu une orientation éditoriale pour chacun des publications en question, mais voilà, ça, c'est la grande différence. Et donc, ça crée en fait une notoriété et ça a un poids que les fameuses owned channels n'auront jamais. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est quand vraiment, j'ai envie de dire, on veut commencer un peu à passer à l'échelle, à ce que notre marque, donc la marque entreprise, soit encore plus reconnue. C'est peut-être à ce moment-là qu'on doit se dire, cette partie presse, on doit y aller, et j'imagine même qu'il faut y penser un petit peu avant. Exactement, et donc c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, pour une grande partie de nos clients, ce qu'on essaye de leur montrer bien souvent, c'est qu'en fait, les relations médias peuvent être absolument cruciales et voire vitales
en early stage. Donc, ce que j'explique souvent, parfois ça m'arrive même de faire des formations pour des startups qui sont en amorçage, etc. On m'invite à parler, à expliquer ça. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, imaginez-vous, vous êtes une startup qui est encore bootstrapped et qui aimerait lever des fonds sur un créneau assez compétitif. Et donc, vous êtes, de ce que vous savez, il y a à peu près 6 ou 7 startups, même si ce n'est pas les mêmes produits, ils sont sur le même industrie que vous. Et donc, aux yeux d'un journaliste, il va falloir quand même expliquer en 7 ou 8 phrases en quoi vous êtes différent des 6 ou 5 autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, imaginez, vous êtes sur cette place avec ses compétiteurs. Et maintenant, imaginez le bureau d'un VC parisien où vous avez les associates, qui sont donc les juniors en dessous des partenaires, qui sont souvent ceux qui sont responsables en fait, de balayer la place pour découvrir les nouveaux entrants dans le marché, etc. Et donc, cet associate en question, il voit 5 ou 6 acteurs sur un créneau. Et il y en a un qui a un petit profil, 5 questions à... tel qui est le fondateur de cette société, avec sa vision très bien articulée du marché et ses ambitions. Ça fait une différence ? Oui, bien sûr. Ça fait une différence et souvent, et ça nous est arrivé de nombreuses fois dans nos interactions et nos collaborations avec nos clients, d'avoir des feedbacks que ce type d'article early stage leur a permis d'être invités à la table d'un VC. D'accord. Et de lever des fonds. Ok. Et justement, dans ton modèle et ton industrie, aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt des startups qui viennent vers toi, qui sont recommandées, peut-être lorsqu'elles commencent à engager un processus de levée de fonds, elles travaillent avec des fonds et c'est le fonds qui leur dit, tiens, il faudrait que justement vous ayez une stratégie relation presse qui soit bien établie. Est-ce que c'est toi aussi qui vas aller chercher des startups peut-être innovantes que tu rencontres lors de forums ? Voilà, comment un peu ça se passe un peu de tout ça, mais surtout les 2 premiers points. On a beaucoup de bouche à oreille, startups avec lesquelles on fait, même si on fait un one-shot, une levée de fonds, généralement ils sont très contents et ensuite vont nous référer. Alors, un de nos différenciateurs, encore une fois, pour une levée de fonds, c'est que justement pour une jeune startup française, s'ils souhaitent travailler avec Third Eye Media, on va évidemment leur proposer et puis exécuter une stratégie en bilingue. Donc, dès la première phase d'entrée dans les médias, ils vont avoir un écho jusqu'au newsletter de la Silicon Valley. Ce qui fait une différence immense avec une start-up qui a levé des fonds et qui va juste le déployer sur le marché français. Donc ça. Ensuite, également, les VC avec lesquels on travaille de près ou de loin. Alors, il y en a avec lesquels on les a carrément eus comme collaborateurs ou on travaille avec eux actuellement. Ou alors, ils ont croisé notre nom autour de tours de table et d'annonces de levée de fonds. Ils ont trouvé qu'on avait fait un bon travail et commencent à nous référer. Okay, et parfois, effectivement, ça nous arrive de faire de la prospection, même sans le vouloir, quand on fait un post sur LinkedIn qui tourne pas mal ou qu'on apparaît sur un panel, on peut avoir ce qu'on appelle des inbounds qui nous viennent de manière spontanée en nous demandant un peu plus d'informations sur nos services. D'accord. Okay. Et j'imagine aussi qu'il y a un côté où, au-delà de ça, parce que si j'essaie de comprendre un peu cet écosystème, j'imagine qu'au niveau des parties prenantes, il y a forcément du coup tes clients qui sont les startups ou les VC. Et tu dois aussi, j'imagine, avoir un gros travail auprès de relations avec les journalistes. J'imagine qu'ils sont l'autre partie prenante principale. Absolument. Et ça m'emmène aussi à une des choses sur la structure de Third Eye Media. Donc nous, on est complètement bilingue français-anglais en interne. Moi, je suis franco-américaine et ma collègue Lucie, que tu as rencontrée tout à l'heure, avec laquelle tu as échangé, est aussi parfaitement bilingue. Donc ça, on arrive à absorber la grande quantité du travail. Pour les autres marchés, les autres langues, on a des partenaires avec lesquels on travaille de manière régulière. Et donc, avec cette équipe très agile et à la demande, on a d'excellents relationnels avec les segments médias dans chacun des marchés. Le segment média avec lequel on parle vraiment tous les jours, c'est ce qu'on appelle Tech Biz. Donc en fait, c'est parce que y a des desks où c'est l'économie qui couvre la tech. Et puis ensuite la presse, ce qu'on appelle la presse mainstream tech, c'est-à-dire la presse tech mais un peu grand public, qui n'est pas forcément spécialisée. Et donc ça, c'est vraiment les listings presse qu'on a dans tous les marchés super solides auxquels on parle régulièrement. Ensuite, pour des startups par exemple spécialisées en cyber ou une startup spécialisée en RH par exemple, comme je disais tout à l'heure, on va développer des segments, des listes presse sur des segments spécialisés.
avec lesquels on a aussi de très bonnes relations. Ce qu'on a remarqué, c'est que la presse mainstream est beaucoup plus sollicitée. Et donc, généralement, la presse spécialisée, c'est pas trop inquiétant. Il s'agit juste de dresser des listes assez détaillées et assez exhaustives. Et cette presse, elle répond, elle a plus de répondants, généralement. Ok. Mais j'imagine que ça représente quand même un travail colossal parce qu'aller contacter les journaux ou la presse spécialisée dans un pays, c'est quelque chose. Les solliciter à l'échelle internationale. Oui, en fait, c'est surtout un travail de coordination et de project management. Alors, ça aussi, ça m'amène à une des choses sur lesquelles on a pas mal d'expérience. Quand on a des annonces multilingues et multimarchés, on est vraiment force de conseil pour une start-up, surtout early stage, qui n'a pas forcément d'expérience avec les médias, parce qu'on va pouvoir leur dire, voilà, vous êtes en France, mais vous avez par exemple levé des fonds d'un fonds new-yorkais et vous allez vous lancer au Mexique. J'invente totalement. Ouais, bien sûr. Mais, donc, quels sont vraiment les enjeux et quelle est l'audience la plus importante à laquelle vous voulez divulguer cette actualité? Si on nous dit c'est les États-Unis parce qu'on a levé des fonds auprès d'Américains et il faut absolument qu'on ait 3 partenaires, bon bref, on va prioriser le timing et la stratégie de l'annonce autour des audiences principales. Donc par exemple, si on nous dit là, dans le cas où on priorise une géographie, on va déplacer le timing de l'annonce pour que ça soit optimal pour les journalistes en EST, en timing new-yorkais. Si on nous dit, même si on a levé des fonds et que bon, c'est sympa que cette actualité fasse écho auprès d'investisseurs potentiels pour le prochain round, ce qui est vraiment important, c'est de développer des partenariats ou d'avoir une notoriété auprès de nos clients. Là, on va peut-être mettre l'accent sur la presse spécialisée qui permet d'acquérir d'autres partenaires. Donc, on va vraiment orienter la stratégie selon non seulement l'actualité, mais aussi les objectifs autour du levier des médias. D'accord. Et est-ce que tu as aussi également une sorte de rôle de conseil? Parce que j'imagine que maintenant, tu as aussi un réseau quand même assez costaud, que ce soit au niveau journaliste, et là je me positionne peut-être plus en tant que start-up, même en tant que auprès des fonds d'investissement. Donc j'imagine que même des start-up qui peuvent venir te voir, elles peuvent avoir besoin de conseils ou même de mise en relation auprès de VC ou d'aller sur certains marchés, certaines géographies. Oui, tout à fait. Mais on a une force de conseil. En fait, les RP, donc oui, on a un relationnel et on a un carnet d'adresses qu'on peut ouvrir à tout moment à nos clients ou à nos clients potentiels ou à des gens avec qui on a envie de donner un coup de main. Mais on a aussi un rôle en fait extrêmement stratégique parce que finalement, le job, en tout cas pour les startups early stage, il consiste vraiment à conseiller des fondateurs de startups, des entrepreneurs sur ce qu'ils doivent dire publiquement. Donc, on est là à développer des messages externes de positionnement. Donc, c'est extrêmement stratégique. On a aussi un rôle de conseil sur le timing d'une annonce. Là, par exemple, on est en train de préparer une annonce pour un client. Il y a une question pas liée directement au client, mais liée à un des acteurs qui est dans le communiqué de presse. Il va y avoir une décision de justice publique sur un sujet qui affecte ce partenaire de près ou de loin. Donc, comment est-ce qu'on va placer le timing du communiqué de presse en fonction de cette décision de justice, etc. Donc, ou alors, il peut y avoir, par exemple, des dates. Là, on vient de passer toute une ribambelle de fériés. Ou alors des dates clés, la journée de l'enfant ou la journée de la médecine, etc. Donc, on a aussi un rôle de conseil sur le timing pour maximiser l'impact d'une annonce. Par exemple, la semaine de Vivatech, c'est une très mauvaise semaine pour faire une annonce, à moins qu'elle soit liée à Vivatech où il y aura beaucoup de journalistes. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ça me fait penser, parce que du coup, là, tu travailles principalement donc, avec ton agence sur la marque, l'identité entreprise. Est-ce que tu travailles également sur, je dirais, la marque ou l'identité, le personal branding du coup, des fondateurs? Absolument, les deux. Et souvent, ça va un peu en tandem. Parce que tu remarqueras que quand une start-up devient tout à coup très sexy et très grande, on a tous envie d'avoir accès au fondateur. Oui, c'est clair. Et pourquoi on a envie d'avoir accès au fondateur? Parce que son profil monte. Au fur et à mesure. Donc, c'est toujours un jeu entre le produit ou le service et l'accès à la tête pensante derrière le produit ou le service. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les relations médias et notamment les services qu'on offre, en fait, il y a un peu un jeu entre, par exemple, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais des communiqués de presse. Donc, ça, c'est des annonces qui sortent de la société. C'est pas forcément le fondateur qui est le protagoniste d'un communiqué de presse. Ce sera plutôt la société. Mais ensuite,
ensuite, on peut, par exemple, en quinconce, faire des tribunes qui sont signées par le fondateur. Ouais. Donc, c'est un article d'opinion, sa vision de l'industrie, quels sont les 3 sujets qui devraient vous préoccuper en 2025 sur cette industrie, ou à quoi va ressembler le domaine dans lequel on est dans 5 ans, ou 3 erreurs à éviter si vous voulez, etc. Vous voyez, ce genre de choses qui, en fait, construisent la voix et le visage de la société à travers le fondateur. Okay. Et par exemple, on parlait tout à l'heure offline des panels. Ouais. Ça aussi, ça met en avant le fondateur, mais ça lui permet, lui, également de pousser le produit. Donc, c'est vraiment un jeu entre les deux. Puis j'imagine que même pour les levées de fonds, généralement, moi, ce que j'entends, et même quand des discussions que j'avais avec des VC, même avant d'investir dans une entreprise, ils investissent dans un fondateur et dans une équipe. Donc, ça reste quelque chose qui est essentiel. 100%, absolument. C'est toujours comme ça, parce que ça me fait penser à une citation, je ne sais même plus de qui elle est, mais on dit toujours « ideas are cheap ». Ouais. Non, que les idées, c'est très facile de les avoir, mais tout est dans l'exécution. Et donc finalement, c'est le fondateur devant nous, sa vision, son ambition, et à quel point il a faim pour réussir. Ouais. Okay. Et ça, ce sont des choses qu'on mesure en présentiel. Et c'est pour ça que le job de VC, c'est aussi de filtrer, de rencontrer beaucoup de ces fondateurs pour essayer de comprendre un petit peu qui est la personne derrière le produit. Par exemple, on va se positionner du point de vue d'une jeune start-up. À quel moment on doit penser, et quand je dis à quel moment, c'est peut-être qu'on peut avoir des indicateurs en termes de clients, de traction, de chiffre d'affaires. Voilà, à quel moment on doit se positionner, se dire ah tiens, en fait là il faut que j'enclenche ma stratégie presse, au moins que je m'y mette à y penser. J'ai envie de dire avant que vous ne pensiez que c'est nécessaire, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le meilleur moment c'était hier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire beaucoup, alors avec les réalités du marché on en parlait aussi tout à l'heure, qui ont pas mal changé. Il y a beaucoup moins de cash disponible. La levée de fonds pour une start-up est beaucoup plus difficile. Ouais. Et le closing d'un fonds pour un VC en amont, en fait, est beaucoup plus difficile, ce qui cause le problème pour les start-up. Donc, dans cette nouvelle réalité, en fait, on a maintenant conseillé de manière plus forte, en fait, à des start-up encore plus jeunes de justement faire un exercice de RP pour les raisons que je décrivais tout à l'heure, qui sont ce différenciateur majeur qui peut aider à lever des fonds. Et donc, je dirais, là, on en a fait pas mal des lancements qu'on titrerait en anglais de « launching out of beta ». C'est-à-dire, ils étaient en train de fonctionner en bêta et maintenant, ils font un lancement officiel du produit. Ouais. Et donc, ça, par exemple, ce sont des actus qui auraient marché très difficilement en 2021-2022, où le marché était saturé de fonds, il y avait des levées exorbitantes tout le temps. Et donc, tout ce qui était early stage, personne n'avait la bande passante pour ni couvrir et ni lire une headline sur une start-up très jeune. Okay. Aujourd'hui, dans cette nouvelle réalité, ça peut être un facteur déclencheur de découverte et donc de levée. Ok, hyper intéressant. J'imagine que tu as dû voir passer peut-être des startups, des clients qui avaient peut-être essayé par eux-mêmes de contacter, de faire leur propre article et qui ensuite peut-être viennent te voir pour dire non mais finalement on a besoin d'aide. Quelles sont un peu les erreurs courantes, j'imagine, que tu peux voir? Ça me fait rire parce que c'est du terrain familier. Mais alors je vais commencer par dire un bravo à l'écosystème parce que ça nous arrive de moins en moins. D'accord. Donc je crois que quand j'ai commencé, il y avait un travail d'éducation gigantesque à faire et je faisais souvent une différence entre le UK, qui est quand même plus anglo-saxon et comprend un tout petit peu mieux les relations médias. Enfin, c'est aussi l'Angleterre, on l'oublie, mais c'est quand même aussi le grand... presque créateurs des médias comme on les connaît aujourd'hui, avec la BBC, etc. Donc, ils ont un peu ça dans le sang, entre guillemets. Les Américains, ensuite, l'ont repris et l'ont amélioré. Mais je dirais que pendant longtemps, je faisais une distinction entre le UK et le continent, en disant le continent n'a rien compris et ils font souvent ce genre d'erreur d'essayer tout seul, de dire non, je sais écrire, donc je vais contacter moi-même le journaliste. Alors qu'au UK, c'était un peu moins le cas. Il y avait, voilà. Mais maintenant, j'ai l'impression que... il y a eu un vrai travail d'éducation qui a été fait dans les 10 dernières années et que les startups sur le continent, on voit ça de moins en moins. Mais ça nous arrive fréquemment quand même de le voir. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre un peu les teneurs et aboutissants d'où on en est. Ça nous arrive d'avoir des startups qui ont pitché
un petit peu déjà l'info de manière très désorganisée à certaines publications et nous disent finalement on n'a pas le répondant qu'on voulait parce que oui, ils sont arrivés avec un communiqué de presse pas très bien rédigé ou un pitch qui était pas très structuré et donc d'avoir à rattraper le coup en cours de route. Parfois, ça nous arrive d'avoir des startups qui ont la présence d'esprit de quand même vérifier avant de prendre leur téléphone et d'essayer d'appeler TechCrunch. Ok, d'accord. Donc là, c'est plus facile à rattraper. Mais dans un cas ou dans l'autre, on arrive toujours à essayer de récupérer l'affaire ou alors de dire, bon, ça c'est sorti. Maintenant, on va trouver une autre accroche pour vraiment raconter l'histoire qui a peut-être pas été, sur laquelle on n'a peut-être pas capitalisé au maximum. Ok. Donc tout est rattrapable. Hein. C'est une question d'accroche. D'accord. En fait, il faut trouver une nouvelle actualité pour pouvoir raconter l'histoire. Et en fait, le concept de campagne, c'est exactement ça. Ouais, c'est répéter les mêmes messages clés avec une nouvelle accroche pour ensuite répéter le message clé. Ouais, non, tout à fait. Donc, est-ce que je dirais le rôle diffère pas mal, moi je suis assez néophyte sur ce domaine, entre justement la communication pour une startup early stage et une startup qui va vouloir, qui en est à sa série B, sa série C? Oui et non, parce que quelque part les différentes tactiques utilisées peuvent être les mêmes, c'est-à-dire, bon j'en parlais tout à l'heure, mais les communiqués de presse, des tribunes, des apparitions sur des panels, et ce qu'on appelle le profiling, c'est-à-dire pitcher le CEO / le produit avec une petite accroche justement, en dehors des communiqués de presse, pour pas être en silence radio total. Là où ça peut différer entre une startup early stage et une startup qui est déjà, qui est en fait une scale-up, c'est déjà il y a des histoires de budget. Donc les early stage vont généralement dire bon, on va faire un one shot et ensuite on verra plus tard. Donc ils nous demandent de faire un communiqué de presse autour de leur levée de fonds par exemple, et ensuite ne veulent pas forcément allouer des fonds outre mesure. Donc là, on est obligé aussi de réfléchir en fonction et de dire ok, il faut vraiment maximiser le footprint parce que s'ils reviennent dans 18 mois, il faut qu'il y ait encore des coupures qui aient survécu au SEO. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tout Donc ça, c'est un certain exercice. Okay. Et ensuite, en scale-up, il y a deux choses. La première, c'est que plus souvent, on rentre dans un rythme de retainer où on va faire de la presse récurrente. Généralement, on offre des retainers, nous aussi, assez flexibles parce qu'on sait que les startups peuvent avoir des exigences de coûts qui peuvent être assez rigoureuses. Donc, généralement, on offre à 6 mois et on prolonge s'ils veulent, ce qui est pas forcément le cas dans l'industrie. Généralement, c'est plus souvent 12 mois minimum. Mais donc, on peut se retrouver dans une situation de retainer qui nous permet justement de travailler les campagnes. Donc, c'est quand même un autre rythme. Et puis, ça peut être plus souvent multimarché, encore une fois, parce qu'on est dans un budget différent et un déploiement, enfin, un niveau de croissance de la start-up différent. Et on arrive aussi à un niveau où, si le job est bien fait, en principe, on reçoit des demandes entrantes. Ok, d'accord. Donc, on n'est pas seulement à être demandeur de couverture et d'attention, mais on commence à positionner le fondateur ou le directeur produit ou le country manager, etc., comme une source viable et crédible auprès des médias sur tel ou tel sujet. Donc, on va commencer à avoir des demandes entrantes. Ok. Et du point de vue du VC, du coup, pour le coup, comment ça se passe? Parce qu'on a beaucoup parlé start-up jusqu'ici, mais du point de vue du VC, de la relation presse, quel va être justement un peu le... Alors, oui, c'est une bonne question. Et alors là, pour le coup, c'est un exercice un peu différent parce qu'une start-up, c'est un produit ou un service. Donc, c'est une chose avec une série de messages clés autour de ce produit ou de service. Un VC, c'est en fait la nature du VC, c'est un partenariat. Donc, il y a autant de domaines d'expertise que de personnes, que de partenaires, en fait. Ouais. Bien sûr. Et donc ça, c'est déjà une dimension où généralement on fait le profiling des partenaires et donc c'est un tout petit peu plus fragmenté et c'est un peu un exercice de style aussi parce qu'il y a une thèse d'investissement, une vision, mais il y a des partenaires qui sont très souvent des experts sur un domaine précis, sur une catégorie précise, avec leur propre track record, etc., sur un domaine précis. Donc ça, c'est déjà, ça diffère de la start-up. Et la deuxième chose qui diffère, c'est qu'au final, quand on travaille pour un VC, généralement, la réputation du VC vient à la fois des partenaires, mais aussi des start-up dans lesquelles ils ont investi, sur lesquelles ils ont eu la vision, et qui leur donnent leur réputation. Et ces start-up, c'est un partenaire précis qui a investi dedans. Donc c'est un peu l'œuf et la poule, mais avec cette ombrelle qui doit fédérer, qui est le message clé autour de
la thèse d'investissement, les grands différenciateurs de ce fonds, etc. Et la troisième chose que je dirais, dérivée de la seconde, qui était que donc ce sont les startups qui ont très bien réussi, les tickets sur lesquels ils ont misé, qui font leur réputation également. De là, il y a tout un exercice, enfin en tout cas moi c'était le cas chez Accel, de venir en soutien aux sociétés portefeuilles. Et donc là, c'est un peu le tonneau des Danaïdes parce que les sociétés portefeuilles, c'est sans fin. Ils ont tous besoin d'un coup de main tout le temps. Donc après, c'est de trouver une manière stratégique de les soutenir. Alors parfois, c'est créer des templates et des modus operandi sur, par exemple, quand vous avez une levée à faire, venez en J-30. Ou par exemple en J-15 de la term sheet, qui est quelque chose qui peut bouger, parce que la signature d'une term sheet, on ne sait jamais trop. Et voilà le processus à suivre. Rédactionnel du CP avec votre VC qui va, ou la personne qui soutient le VC qui va vous aider à le rédiger ou en tout cas vous donner son feu vert. Et ensuite, il faut tant de jours pour démarcher les médias sous embargo, etc. Donc donner un espèce de modus operandi, template qui permettent de guider ces startups. Qui est en fait un peu complètement inspiré de toute façon du template qu'on utilise pour les démarchages médias pour nos propres startups quand elles ont une levée à faire. Voilà. Donc, mais travailler avec un VC, c'est plus complexe. Je dirais qu'il y a un rôle stratégique qui est différent auprès d'un VC parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont leurs objectifs à eux. Et souvent, il peut y avoir, encore une fois, autant d'objectifs que de partenaires. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, réussir à distiller les objectifs principaux pour ensuite dire, OK, pour vous, ce qu'on veut, c'est profiling des partenaires ou le profiling des partenaires est très bien fait. Ce dont vous avez besoin, c'est de fédérer et d'organiser la visibilité autour de sociétés portefeuille, par exemple. Donc, ou alors, c'est tout ce que je viens de citer. Mais de vraiment comprendre ça pour pouvoir apporter de la valeur à un VC. Parce que la nature du VC est plus complexe. Peut-être que, à la différence des startups où c'est plus ou moins clair, où je dirais les objectifs sont plus ou moins similaires entre les startups, peut-être que pour les VC, pour chaque VC, la stratégie va être encore plus différente et plus indépendante. Ouais. Et là, je dirais autant ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les startups maintenant commencent à comprendre l'outil RP. Je dirais que sur les VC en Europe, il y a encore un retard quand même substantiel par rapport à, si vous regardez l'utilisation des médias par des VC américains comme Sequoia, Andreessen Horowitz, même Index Ventures qui sont anglais mais qui ont maintenant des bureaux aux États-Unis. Etc. Je crois qu'ils ont une vraie longueur d'avance. Je pense aussi que ça a à voir avec la philosophie de prise de risque à l'anglo-saxonne, qui est que par nature, ils vont prendre plus de risques dans leur comportement d'investisseur et aussi prendre plus de risques à dire voici ma thèse d'investissement, c'est sur ça que je mise ou voici ma vision pour le début de l'année 2025 parce que les cultures anglo-saxonnes pardonnent l'erreur beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, même si c'est pas seulement les VC, même nos clients start-up, par exemple autour des articles d'opinion. Vous pouvez mettre une opinion qui est assez osée et vous rendre compte dans 6 mois que en fait, c'était dans l'autre direction et on refait un autre article d'opinion qui va couvrir celui que vous avez écrit. L'idée, c'est en fait de donner une vision, de donner une opinion, comme on dirait en français plus commun, de mouiller un peu la chemise. Parce que c'est pour répéter des vérités qu'on a déjà vues et faire un espèce de récapitulatif de ce que tout le monde a déjà lu. C'est pas novateur, c'est moins intéressant pour le lecteur aussi. Donc c'est pas c'est pas lorsque une opinion est sortie que ça y est, c'est définitif. Je veux dire, on peut totalement revenir dessus. Il vaut mieux au contraire développer ses opinions plutôt que les garder. Oui, c'est ça. Et puis je pense que cultiver cette prise de risque, on est dans un domaine novateur et pionnier. Et donc, je crois qu'on y arrive. Et d'ailleurs, là, Vivatech nous a montré qu'avec l'annonce d'NVIDIA, qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui misent très fortement sur l'Europe. Et donc, je pense que la région est déjà en train de montrer des signes d'adaptabilité autour de la prise de risque et de l'investissement innovant. Et justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être de... un ou deux clients que tu as accompagnés, je pense notamment, si je ne me trompe pas, tu avais accompagné Sorar. Donc si tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, là-dessus. Oui, Sorare ou un autre, hein, mais voilà. Oui, non, Sorare, c'était un bon exemple de start-up. Et puis, un bon exemple de VC, ça peut être aussi Atomico, dont on peut parler après. Mais Sorare, ça a été une expérience grisante parce que on a commencé à travailler avec Sorare. Ils nous ont contactés au moment de leur levée de fonds en amorçage de 4 millions. D'accord, ok. 4 millions d'euros par Seedcamp, je crois, et quelques autres. Et donc, on a découvert la plateforme, on a découvert de quoi il s'agissait, etc. Et alors, vraiment en ligne avec notre vision chez Third Eye Media, ce que j'ai tout de suite recommandé à mon interlocuteur, qui était le directeur de la growth, qui comprenait très bien le job de marketing et d'image. Et donc, je lui ai tout de suite dit, écoute... liste-moi les marchés dans lesquels vous avez, comme ça, de manière spontanée, pas mal d'utilisateurs et pas mal d'engouement. C'était très early stage. Hein. Et de ça, on va faire une liste des marchés où il y a un vrai appétit pour le foot et déjà un engouement pour votre produit. Parce que je pense que ça va marcher si on fait une levée. Et donc, on a tout de suite fait une levée de fonds dans 6 marchés et 6 langues. Ah oui, d'accord, ok. Tout de suite. Là, on devait être quoi? On était 2019 2020, je crois. 2020, ok. Ou 2021, je ne sais plus. Tout à coup, la timeline m'échappe. Et donc, on a annoncé en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, il me semble, ou en Hollande. D'accord, ok. Voilà, donc d'entrée de jeu, on a fait ça. Et donc, ça, c'est une des choses aussi que je dis souvent dans ma formation early stage pour les startups, pour leur expliquer un peu l'utilité des RP. Je dis YOLO, you only launch once. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai recommandé à Sorare. J'ai dit, voilà, c'est le coup d'envoi. Littéralement. Et donc, maximisons le footprint média dans les marchés dans lesquels il y a déjà un engouement pour votre produit. Et on sait que le foot, c'est une grosse nation du foot. Oui, bien sûr. Et donc, ça, c'était le démarrage. Et à partir de là, on les a accompagnés de manière très agile. On faisait des annonces de partenariat un petit peu à la demande. Donc, par exemple, si ils faisaient un partenariat avec une équipe de foot un peu majeure dans un marché, on faisait un one-shot tout à coup en Belgique. Ensuite, on en faisait un en Italie. Okay. Ensuite, on en faisait un en Allemagne. Enfin, c'était un peu comme une tournante comme ça, etc. Et, donc, tu es devenue fan de foot? Et je suis devenue fan de foot. Et je suis devenue une experte en NFT très rapidement. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je suis devenue fan de foot et en fait, la société est montée en flèche, ce qui nous a permis, nous, on a absorbé cette croissance. On a aidé Sorare, on les a accompagnés sur l'Allemagne, le UK et ensuite on les a aidés à recruter des agences qu'on a co-managées avec Sorare aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Donc c'était un vrai travail stratégique où on a présélectionné, screené et ensuite on a fait tout le travail de onboarding de ces agences avec tous les éléments historiques de RP qu'on avait fait jusqu'à présent. Et puis on a aussi absorbé d'énormes annonces, les annonces successives de levée de fonds, la série C de plus de 100 millions. Et puis ensuite il y a une série D, Super Round, de 680 millions de dollars avec SoftBank. Qui était là en France, qui était là à l'époque, qui était la plus grande en France. Oui, c'était, je crois, à l'époque, c'était un double record. Le round le plus élevé dans la French Tech et puis le plus élevé dans le domaine des NFT, blockchain, crypto, quelque chose comme ça. C'était titanesque. Et en plus de ça, il y a eu des annonces de partenariats majeurs. Ça a commencé avec Gérard Piquet en Espagne, c'était la première, qu'on a fait en présentiel. Donc il y a eu un énorme engouement parce que les gens déconfinaient un peu. Alors on a eu une bonne présence de journalistes et un très bon écho, encore une fois multimarché, de cette annonce de partenariat. Et ensuite, on a assuré les partenariats pour Serena Williams et pour Kylian Mbappé. Ok, d'accord. Donc ça, c'était aussi des grosses annonces qui étaient absolument globales. Enfin, ça allait des États-Unis jusqu'à... Je crois qu'on assurait même les relations presse jusqu'à la Turquie pour Sorare. On faisait vraiment tous les gros marchés du foot et les marchés où il y avait un appétit pour les NFT. Donc c'était vraiment... ça a été un super projet.
Ah, j'imagine. Ça a été un super projet et ça nous a permis... On a même d'ailleurs fait des annonces en Amérique latine. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment tous azimuts et ça nous a permis de vraiment nous déployer sur tous les marchés sur lesquels on a un bon footprint et un bon relationnel. Ouais, c'est vraiment aider une start-up, pour le coup, la française, Ouais. à toucher quasiment, on va dire, tous les marchés, quoi. C'est ça. Et je pense que, bien évidemment, le produit était excellent, la vision était super. Et en même temps, je pense que ça montre à quel point c'est crucial de bien s'occuper de ses relations médias. Et en l'occurrence, nous, on est entrés très tôt avec une vision très internationale et on a su maximiser le potentiel en termes d'audience dès le premier projet. Parce que personne ne savait, quand ils sont venus avec 4 millions en amorçage, qu'on allait terminer avec les relations médias de Serena Williams, organiser des interviews sous embargo avec San Francisco. On n'avait pas anticipé ça. C'est sûr. Mais effectivement... J'imagine qu'il faut s'adapter vite, parce que du coup, même la croissance de Sorar, elle a quand même été énorme. Donc j'imagine que même pour toi, à ton niveau, c'est du coup une croissance qui vient un peu comme ça. Oui, c'est ça. Et que nous, on arrive à absorber en fait presque sans cligner de l'œil parce qu'on a un très bon réseau d'experts en relations médias, dans le digital, l'entrepreneuriat, etc. Donc, moi, je me souviens d'ailleurs, justement, je suis en train de me remémorer quelques-unes des actions qu'on a fait en Amérique latine pour Sorar. Et on a une agence super qui est basée à Sao Paulo. Mais qui s'occupe de toute l'Amérique latine hispanophone et qui a des très bons contacts aussi au Brésil. Et donc, en un coup de fil et un briefing email, on arrive à déployer des campagnes qui sont très bien organisées, tirées à 4 épingles de notre côté, bien sûr, mais qu'on peut actionner en Amérique latine avec un appuyage de boutons. Oui, bien sûr. J'imagine que ça... Maintenant, même pour tes clients de manière générale, c'est quand même, je pense, assez rassurant de se dire que si jamais ils viennent travailler avec toi dès le début, en fait, tu peux vraiment les accompagner jusqu'au bout. C'est pas s'arrêter simplement à leur série A si on parle de quelqu'un qui a une ambition énorme. Exactement. Et à la fois, et c'est pour ça on est super adaptable parce qu'on peut, comme je le disais tout à l'heure, accompagner et vraiment... avec des recommandations très stratégiques, accompagner des startups super early stage, qui sont presque, comme en amorçage. On va tout de suite leur faire une communication bilingue. On va leur faire un contrat autour d'un one-shot. Donc, ils ont un petit projet où ils ne sont pas engagés outre mesure. Mais s'ils veulent convertir ça en retainer, parce que justement, ils lèvent des fonds, et on espère qu'ils vont lever des fonds si le job est bien fait. Ensuite, on peut les accompagner de manière très agile. On peut absorber des campagnes au niveau global. Ok, non, je pense que c'est très clair pour le cas de Sorar. Et tu as parlé du coup d'un fonds pour le coup. Oui, Atomico. Donc Atomico, c'est un fonds, je pensais aussi le mentionner parce que on travaille avec eux depuis maintenant plus de 5 ans. Et Atomico Ventures, ils sont connus pour 2 choses. La première, c'est que c'est un fonds qui a été monté par Niklas Zennström, qui est l'ancien CEO de Skype. Et la deuxième raison pour laquelle ils sont connus, probablement plus connus maintenant, c'est le gros sondage annuel qui sort fin novembre ou début décembre, qui s'appelle The State of European Tech. Et c'est le seul sondage, à ma connaissance, le seul sondage exhaustif, justement, de l'état de la tech en Europe. D'accord. Alors, ils envoient un sondage à partir de, je crois, septembre, à des longues listes d'influenceurs dans le domaine de la tech, que ce soit des VC, des développeurs... toutes sortes de personnes exactement identifiées comme travaillant dans le domaine de la tech et d'ailleurs c'est très facile, si vous la voyez passer sur Twitter, on clique dessus, on le fait, on n'a pas besoin d'être invité, c'est pas derrière porte fermée. Et donc c'est je dirais à peu près une centaine de questions sur tous les différents domaines, cash disponible ou à votre sens cash disponible dans l'industrie, quelles sont les catégories qui marchent et qui marchent pas, l'égalité, la diversité, enfin toutes les thématiques qui peuvent attraire à l'industrie. Et ensuite, les résultats sont hachés et divulgués souvent à Slush, qui est cet event qui a lieu à Helsinki. La date change, mais c'est généralement fin novembre ou début décembre. Et donc, c'est généralement un sondage très intéressant parce qu'on a une vision globale au niveau européen qu'on peut souvent comparer aux chiffres américains ou globaux. Et on peut faire un zoom-in par marché. Et donc, voir quelles sont les tendances. Par exemple, en Italie, il y a eu plus d'investissements cette année dans la fintech. Ou au Portugal, c'est un pays leader pour
l'investissement dans les femmes entrepreneurs, ou l'Allemagne, ça a monté de 30% en early stage ou en later stage. Enfin, on peut vraiment diviser ce qu'on appelle slice and dice the data. Donc, on peut vraiment diviser les data et regarder ça sous différents angles. Oui, vraiment à l'échelle nationale, ce qui est vraiment ce qui est top. Et par catégorie. Et par catégorie. Okay. Exactement. Donc voilà, ça, c'est une utilisation top des data. Et donc, nous, on travaille avec Atomico sur ce State of European Tech qu'on a aidé à divulguer en Europe du Sud depuis 5 ou 6 ans. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est généralement, c'est en fait un one-shot, mais c'est un one-shot d'impact et ça permet vraiment de donner un visage à la tech dans chacun des marchés. Okay. Et alors, comme on fait ça en Europe du Sud, c'est des marchés qui sont généralement moins couverts, qui ont peut-être moins d'attention et qui ont un appétit vraiment pour, déjà pour ce genre d'études et d'actualité. Et puis aussi, ça met en exergue les tendances qui ne sont pas forcément relatées au quotidien parce qu'il y a peut-être un volume d'infos qui est inférieur, etc. Et donc ça, c'est un job qui est très amusant. Et alors, en plus, les porte-paroles pour cette étude, c'est un homme et une femme, Tom et Sarah, qui sont des partenaires chez Atomico. Okay. Et en fait, justement, ça fait un vrai travail de profiling pour eux au fil des années. Okay. Parce qu'on les attend au tournant, entre guillemets, mais de manière positive, parce qu'on sait que c'est eux qui vont commenter sur l'écosystème et les tendances dans la tech, dans notre marché. Donc, il y a un vrai appétit pour ça, et puis c'est un exercice qui est très fun, en fait. Ouais, d'accord, ok. J'imagine que ce rôle-là, moi, je me rappelle, tu vois, quand je travaillais dans le conseil en stratégie, c'était des choses qui étaient assez importantes d'avoir, justement, d'aller chercher ce type d'études. C'est des choses que tu peux justement recommander, que ce soit des fois à des startups ou à des VC, d'aller générer des études, des white papers, des choses comme ça, justement, pour... est-ce que ça fait partie, en fait, justement, de ce rôle de la partie relations presse ? Complètement. On peut tout à fait faire ça. Il y a quand même une nuance à apporter sur ça, c'est que souvent, si une société commissionne une étude, on se dit qu'elle va être un petit peu biaisée. Donc, les journalistes savent ça. Et donc, ils filtrent un petit peu les études. En revanche, si vous prenez les datas de votre société, auxquelles les autres n'ont pas accès, et ces chiffres et ces stats peuvent raconter une histoire. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça peut mettre en exergue le comportement de l'utilisateur ou du consommateur dans un domaine ou dans un autre. Donc, que ça soit, par exemple, je sais pas, on va prendre, par exemple, une appli de dating. Bon, c'est des exemples terribles parce qu'on n'entend que des mauvaises choses sur les applis de dating. Mais, par exemple... Peut-être qu'on va redorer le blason. Là, on va prendre une appli de dating en 2015 où les gens se comportaient un petit peu mieux apparemment sur les applis à cette époque-là. Et donc de dire si vous êtes à Chicago, connectez-vous après 7h du soir parce que c'est l'horaire pic où les gens sont en ligne. Vous voyez, des choses amusantes comme ça qui donnent envie de s'engager et qui racontent une vraie histoire sur le comportement humain des gens. Bien sûr. Là, dans le cas d'une appli consommateur, bien sûr. Mais ça, c'est quand même un exemple qui montre qu'en fait, une appli peut extraire des stats et des données auxquelles on n'aurait pas accès sans eux, parce que ce sont des données dont ils sont propriétaires et qui peuvent vraiment raconter une histoire. Et les statistiques, c'est plus neutre que de commissionner une étude. On a payé un bureau d'études pour faire une étude, on la veut dans la bonne direction. Oui, bien sûr, non, mais c'est ce qui est normal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le voit quand même pas mal. Je pense notamment dans le milieu du SaaS. Maintenant, il suffit d'aller... quand on va sur... je trouve pas mal de grands sites de SaaS, ils vont mettre en avant, dire voilà, nos utilisateurs ont gagné tant de temps grâce à notre outil ou voilà ce genre de métriques. Oui, et ça peut aider aussi. Après, justement, le SaaS, comme je le disais tout à l'heure, c'est un milieu qui est archi compétitif. Ouais. Et en fait, le défi, c'est que tout le monde essaye de faire les mêmes affirmations. Donc, c'est difficile parce que, ou par exemple, on exécute cette tâche 3 fois plus vite. Et en plus, on ne peut jamais gagner avec ce genre de stats parce qu'ensuite, le journaliste va dire « Et donc, vous avez démis pas mal de monde ?» C'est ça. Je regarde, par exemple, les outils. Tu prends l'exemple des CRM ou des outils de project management. C'est ça. Tout le monde fait son classement avec la solution en question qui est première. Ouais. Et ensuite, derrière, les 10 autres, 15 autres compétiteurs. Et tu vois ça sur tous les sites. Tu peux être sûr que chaque site que tu vas regarder, tu auras ça.
Oui, c'est ça. On est premier. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les owned channels, c'est-à-dire nos propres chaînes à nous. On peut dire ce qu'on veut et évidemment, on va. C'est vrai. C'est assez biaisé. Mais ça me fait penser justement à un de nos clients avec lequel on travaille de manière récurrente qui s'appelle Amazing Content et qui en fait permet de mesurer l'efficacité du marketing en ligne. Okay. Et donc, eux, ils émettent des classements. Et alors là, c'est plus neutre parce que c'est une société tierce qui est experte dans un domaine et qui arrive à regarder et analyser l'output des sociétés et en faire un classement. Donc là, c'est autre chose. Donc, à nouveau, c'est plus neutre parce que c'est pas la société elle-même qui émet cette affirmation, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que maintenant, je me dis même moi, si j'ai un outil à utiliser, si je vois qu'il est recommandé dans un journal, on va dire spécifique, ce sera mieux que juste l'info du site en question. C'est ça. Et c'est ça la grande force des médias, en fait. C'est que même s'il y a, et on n'en a pas parlé parce que tu ne m'as pas posé la question, mais je peux le dire de manière proactive, il y a une vraie crise des médias entre les fake news. Je comptais justement y venir, bien sûr. Voilà. Entre les fake news et puis tout simplement la chute de l'audience aussi des médias, parce qu'on consomme des médias alternatifs et on consomme doublement des médias alternatifs parce qu'on est sur les réseaux sociaux et au sein des réseaux sociaux, on a des sources de news comme Brut et comme Hugo Décrypte, etc. Donc on est presque plus sur Le Figaro et Le Monde. Ah ouais, moi je suis beaucoup plus sur ces réseaux-là que... Donc il y a une vraie crise des médias. Cela dit, on n'enlèvera jamais cette notoriété et ce poids qu'ont les médias parce qu'il y a ce filtre éditorial. Qui existe. C'est très rigoureux. Et en fait, ça paraît archaïque aujourd'hui, mais jusqu'à il y a 20 ans, 15 ans, il y avait la réunion éditoriale du lundi matin avec le rédacteur en chef qui donnait un peu l'orientation pour la semaine. Et donc ça, c'est une réunion éditoriale qui est un peu plus longue, celle du lundi matin. Et ensuite, tous les matins, vers 9h, il y a une réunion plus courte pour donner la ligne éditoriale de la journée. Et donc, on suit ces guidelines. Après, si un scoop arrive, on n'est jamais à l'abri du scoop ou d'une cata ou de quelque chose d'imprévu. Et donc là, ça peut réorienter l'agenda du jour. J'imagine que justement... tu parlais de la crise des médias, parce que là, ça fait du coup 9 ans à peu près que tu as lancé Solar Media. J'imagine que tu as dû voir comme une évolution quand même assez peut-être drastique, justement de ce milieu-là, peut-être de la manière dont les contenus sont consommés, les sources d'information. Absolument. Déjà, la crise, je l'ai vue avant et même en première ligne avec Google, parce que je pense que le début de la crise des médias, c'est l'Internet. Et c'était un modèle très lucratif, les médias en print. Et qui a été complètement disrupté du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tous les défis qu'a représenté l'Internet, l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence de plateformes de news au sein des réseaux sociaux, comme on vient de le dire, il y a quand même une recrudescence de l'importance des médias. Pas forcément parce qu'ils sont plus lus, mais parce que déjà, on sait que sur le search traditionnel, un Google ou un Yahoo, ça influe énormément sur le SEO. Et maintenant, avec l'émergence des moteurs de recherche d'IA, mais ça a une influence énorme. C'est-à-dire qu'un Gemini ou un ChatGPT, même avec une petite coupure média, ça peut avoir un rôle déterminant en termes de découvrabilité et notoriété. Non, c'est clair. Donc, je crois qu'en fait, il y a comme un vent nouveau qui souffle sur les médias. Pas forcément parce que la Gen Z va se remettre à lire Le Figaro, mais parce qu'elle a le nez dans ChatGPT, qui est fortement influencé par des médias. C'est vrai. Maintenant, pour rechercher des informations sur une personne, il suffit de faire une recherche web sur ChatGPT et du coup, tu retrouves les articles. En fait, si ces personnes-là, ces entreprises ont été mentionnées dans des articles comme Le Figaro ou autre, tu vas voir ces sources-là qui vont être mentionnées. Exactement, y compris si c'est mentionné sur un petit blog beaucoup moins important. Encore une fois, si on reprend l'exemple des 5 ou 6 startups qui sont sur un même domaine, et il y en a une seule qui a une coupure presse, même dans un blog ou un média spécialisé ou régional ou quelque chose de plus petit, je pense que cette startup sera citée en premier dans un chat GPT si on pose une question relative à ce domaine. Comment tu vois ton métier ou peut-être justement cette industrie évoluer du coup dans les prochaines années? Est-ce que tu as
Alors, billes dessus. une chose que je n'ai pas mentionnée dans l'histoire des défis et de la crise des médias, c'est que ce qu'on a vu dans les dernières années, et ça continue, c'est une réduction des équipes éditoriales. Il y a de moins en moins de journalistes. Et dans le domaine de la tech, c'est devenu quand même assez compliqué parce qu'il y a de moins en moins de journalistes dans un domaine qui croît de plus en plus. Parce que toute entreprise nouvelle aujourd'hui a une dimension digitale. Donc, par définition, on a envie de la pitcher à un journaliste tech et il y en a de moins en moins. Ouais. Donc, je pense que là où ça évolue, et nous, on est déjà complètement proactifs dans cette direction, c'est en fait, pour des journalistes qui ont de moins en moins de temps, c'est de les pitcher intelligemment, ne pas les solliciter trop et presque être source de propositions de contenu de haute valeur. Donc, par exemple, les articles d'opinion, c'est excellent. Okay. Parce que si on comprend la ligne éditoriale d'un journal, qu'on comprend bien, on a une bonne idée du type de contenu qu'ils vont aimer, pouvoir proposer une tribune qui est tout à fait en ligne avec le genre de contenu qui est consommé par leurs lecteurs, c'est génial pour eux. Oui, bien sûr. On peut même aussi proposer d'autres formats, par exemple des formats Q&A. Vraiment essayer en fait de travailler avec les journalistes ou les rédactions sur des idées de contenu pour leur faciliter le job. Ça aide tout le monde parce que pour eux, ça leur donne du contenu excellent et ça leur prend moins de bande passante. Et de notre côté, ça nous permet de faire notre job et d'avoir de la visibilité pour nos clients. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que au final, même dans cette crise des médias, il y a des opportunités pour se réinventer et peut-être même justement des opportunités pour celles et ceux qui veulent se lancer justement dans cette partie presse de la tech ou d'autres domaines de manière générale. Complètement. Et puis alors justement, parlons-en puisqu'on est ici sur un podcast. L'émergence des podcasts, ça a été fantastique parce que ça permet de créer du contenu en format long, audio et vidéo, hautement divisible et consommable sous format très court, en extrait, etc. Et ça permet justement de donner le visage et la voix d'une société. Ça permet de renforcer des messages clés, voilà, etc. Et donc ça, c'est aussi un nouveau canal qui est assez stratégique et qui est en fait, je dirais, complémentaire aux médias. Ah, de toute façon, tu prêches un convaincu. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'on apprend quand même beaucoup et je pense encore plus même pour ceux qui s'intéressent à la personnalité. Hein, on revient sur cette partie aussi personal branding de l'entreprise. Peut-être que le podcast, au-delà de donner de la visibilité sur l'entreprise, il joue énormément sur la partie personal branding du fondateur ou même de membres clés de l'équipe. Complètement. Parce qu'encore une fois, justement, c'est un format un peu plus long. C'est consommable différemment par une audience plus large, parce qu'il y a la dimension audio et vidéo, que c'est quelque chose qui est en fait est retrouvable sur les canaux, justement, parce que la Gen Z a un peu déserté la presse traditionnelle, mais se retrouve sur des canaux sur lesquels en fait Bien on sûr. peut diffuser des éléments du podcast. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Et ça permet, comme tu le disais, vraiment de construire la voix et le visage d'un fondateur, tout en lui donnant l'opportunité de leverager cette plateforme pour renforcer des messages clés et donc vraiment rester dans la narrative du produit et des objectifs des campagnes RP qu'il peut avoir. Tu vois quand même parfois on a dit, tu vois, qu'il y a une évolution des mentalités, justement, et que les startups continuent du moins vont de plus en plus, je pense qu'elles sont un peu plus éduquées à la relation presse. Mais est-ce que tu vois encore des réticences, tu vois, à aller sur ça, des blocages peut-être, je sais pas? Je pense que souvent, c'est quand on comprend pas trop le mécanisme, par exemple, du newsroom que j'expliquais tout à l'heure avec la section éditoriale, ça peut créer des réticences. Je pense qu'une autre réticence qu'on peut voir, c'est de se dire, OK, je vais devoir allouer un budget au RP, mais je peux pas mesurer les retours. Oui, bien sûr. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire le marketing, c'est l'acquisition client et les RP, c'est la réputation. On ne mesure pas la réputation, c'est pas sûr. 20 € ou 2000 €. Bien sûr. It's priceless. Parce que sans réputation, on n'est rien. Mais en même temps, c'est très difficile d'argumenter ça. Et donc, je crois que pour un fondateur qui est, surtout quand on est early stage et que tous les centimes comptent, parfois, ça va être un peu un challenge de vraiment comprendre la valeur incroyable que ça peut être de se démarquer du lot avec un article aussi
aussi petit qu'il soit, ou sur une publication aussi petite qu'elle soit, qui peut vraiment changer la trajectoire d'une start-up. Enfin, nous, on a une start-up quand même en Angleterre, ça date d'il y a quelques années, qui était en tout early stage. Ils avaient levé 200 000 euros. En early stage. Et c'est vraiment avant cet engouement et cette déferlante de funding en 2021, etc. C'était avant ça. Et donc, on s'est vraiment démené pour avoir un profil dans une publication anglaise de start-up. Il nous a réécrit pour nous dire on n'est pas très content, on n'a eu qu'un seul clip, etc. Et 6 mois plus tard, il m'écrit un mail de remerciement en me disant j'ai levé des fonds de Local Globe. Ah ouais, d'accord, ok. Donc des fois, c'est-à-dire même au final, le retour sur investissement, il n'est pas forcément direct. Il ne faut pas s'attendre à un retour investissement sur la première semaine, le premier mois. On ne saura jamais. On ne peut jamais mesurer l'impact que va avoir une headline. Mais là, typiquement, je pense que ce qui est arrivé, c'est que ce petit article, il a été vu par un associate, ça a été emmené en meeting, et puis bon, voilà. Sûr. Ils ont montré les chiffres et la term sheet s'est faite. D'accord, ok. Donc, c'est obligatoire à y penser. Il faut sortir un peu juste de la dépense marketing ou des dépenses produits, quoi. Mais c'est quelque chose d'impératif et stratégique à y penser. Ouais, ça peut vraiment changer la trajectoire d'une start-up. Okay. Ça le fera pas toujours, et les RP c'est pas tout, ça peut pas par exemple on a des startups souvent qui viennent et qui disent on vend pas assez, on aimerait avoir des articles pour vendre. C'est pas les RP qui vont réparer ça. Bien sûr. Qui vont ajuster vos niveaux de vente. Ça ne résout pas le problème d'une entreprise. Mais ça peut vraiment être un tournant déterminant positif pour une startup. En tant qu'entrepreneuse, parce que ça fait maintenant justement presque une dizaine d'années que tu es entrepreneuse, est-ce que tu as des retours d'expérience que tu voudrais partager? Là, je pense peut-être plus à des personnes qui voudraient entreprendre, ou même des entrepreneurs qui... on sait bien que le chemin, c'est des hauts, des bas, des hauts, des très très bas. Des enseignements un peu que tu voudrais partager de ton parcours aujourd'hui quand tu fais la rétrospective. Oui, très bonne question. Alors, je dirais, déjà, moi, je suis consultante, donc même si j'ai monté ma société, je vends un service. Ce qui est quand même différent de développer un produit qui prend par définition, il faut des développeurs, il faut une petite équipe. Tout à fait. Il y a une charge de vente, etc. Moi, je vends un service, je pourrais être seule et continuer avec mon expertise qui est finalement, juste. C'est quand même une expertise, mais c'est vraiment de l'ordre du conseil et de la stratégie, comme on disait tout à l'heure. Mais cela dit, je dirais, donc dans mon domaine, qui est celui du conseil stratégique pour des entrepreneurs, qui est un des volets du conseil stratégique pour les entrepreneurs, je dirais rétrospectivement, c'est très important de gagner en expérience. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé presque 9 ans, je crois, ou 10 ans in-house à faire vraiment mes armes et à voir les RP dans toutes leurs couleurs. J'ai vu des fuites d'informations, j'ai vu des hacks, j'ai vu des partenariats qui tombent à l'eau alors qu'on a briefé des médias le jour d'avant et qu'il faut qu'on arrête des histoires. J'ai vu des lancements globaux du Japon à San Francisco. Enfin, quand je suis chez Google, vous vous rendez compte? Enfin, moi, on a lancé, je crois, Street View, Chrome, pendant que j'étais chez Google. Ah oui, d'accord, ok. Des trucs impensables aujourd'hui, quoi. Okay. Maintenant, on achète un laptop, il y a Chrome dessus. Bien sûr. Donc, nous, on a organisé le lancement de Chrome. D'ailleurs, il y a eu une fuite. D'accord, ok. Et en fait, tiens, la petite histoire, il y a eu une fuite dans un blog assez compliqué de la Silicon Valley qui était un peu une épine dans le pied de Google à l'époque. L'info est fuitée 2 jours en avance. Et l'équipe de Google mondiale de la com était tellement bien préparée, on a lancé. Ah d'accord, donc du coup 2 jours avant ? 2 jours avant, 48 heures d'avance. On avait déjà en fait commencé à pré-briefer certains journalistes. Les gens ont tous pris leur téléphone, on l'a lancé comme si de rien n'était. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc on était bien préparés. Mais donc, on voit toutes sortes de choses qui nous permettent de faire nos armes pour qu'au moment où on devient nous-mêmes consultants, qu'on ait été confrontés quand même à un minimum de cas de figure pour vraiment pouvoir rester dans ce rôle d'accompagnement stratégique. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Même si quand je me suis lancée, je me suis dit mais j'aurais pu commencer plus tôt. Rétrospectivement, je me dis ça m'a quand même été très utile. Par exemple, d'avoir cette catastrophe de lancement d'un browser chez Google, de faire de la com de crise pour Google aussi, de faire beaucoup d'annonces de levée de fonds. Une douzaine d'annonces de levée de fonds
en 1 an pour Axel. Donc, j'étais vraiment constamment en train de rédiger les communiqués de presse, bien comprendre le modus operandi de comment maximiser l'angle d'une annonce, comment les fonds vont être utilisés, raconter l'histoire de croissance de chacune de ces startups pour ensuite pouvoir offrir ce service. Donc, si j'avais un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer, c'est de bien faire leurs armes, d'être rodés, pour pouvoir ensuite vraiment offrir une valeur ajoutée dans cet accompagnement stratégique. Un service de qualité, c'est ça. Bien sûr, l'expérience, entre guillemets, ça ne s'invente pas. Hein, Exactement. Et je pense qu'une des autres choses exactement, ça ne s'invente pas. Et donc, j'ai l'impression qu'on devient meilleur à son métier quand on a ce recul qui nous permet de voir les tendances qui ont eu lieu. Et donc, en fait, on arrive à identifier des nouvelles tendances et les pitcher aux journalistes. Et ça, c'est assez grisant aussi. C'est ce qui rend le job amusant. Mais donc, encore une fois, c'est ça. Donc, vraiment faire vos armes et ensuite, pouvoir vous lancer avec une offre qui est assez claire. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les gens se choisissent en fait dans le business. C'est beaucoup un exercice de présentiel et de feeling avec les gens et donc de trouver des matchs. Bien sûr. Avec des clients qui nous amusent, des produits qu'on aime, des fondateurs qui nous inspirent. Ouais. Mais j'imagine que justement, quand, comme tu dis, présentiel, ces clients-là, il faut aller les chercher. C'est-à-dire, même une fois qu'on a défini son offre, on a l'expérience, mais par contre, énorme travail je dirais presque de SAP pour aller voir les potentiels clients, présenter son offre. Et aussi, en tout cas dans mon cas, ça avait été le cas, et je pense que si on a un parcours où on a de l'expérience in-house et en agence, en fait on a un network et un relationnel, on n'est pas forcément au courant, mais en fait on rencontre énormément de monde. Ouais, bien sûr. On connaît beaucoup de gens. Et donc finalement, moi, la raison pour laquelle j'ai démarré de manière un peu spontanée et intuitive au Portugal, au début, c'était vraiment comme ça. C'est que j'ai reçu des demandes. D'accord, ok. En fait, j'avais régulièrement, pendant que j'étais très occupée dans mes jobs, j'avais tout le temps des demandes. « Hey, c'est moi, j'étais chez Google, j'espère que tu te souviens de moi. Maintenant, j'ai lancé ma start-up. Est-ce que tu peux relire mon CP ? Mon communiqué de presse, ou c'est moi, je me suis associée avec tel, et est-ce que tu peux nous dire à qui on devrait briefer dans les journalistes tech en France pour tel et tel sujet. Et donc à un moment, je me suis dit, bon, maintenant que je suis arrivée au Portugal et que je suis un petit peu en changement, j'avais envie de ce changement de vie, je me suis dit, bon, le prochain qui m'approche, je vais le pitcher, puis on verra bien. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que j'ai acquis mes clients. Des fois, il faut juste tester. En fait, tu testes ton offre et tu dis ça prend pas. Et puis après, bon, peut-être que tu arrives à avoir justement ton premier client. Et après, exactement. Ouais. Et puis aussi, une chose aussi, c'est peut-être de démarrer une affaire progressivement. On peut la démarrer sur le côté, dire moi j'avais par exemple négocié dans mon dernier job que ça soit pas exclusif, que je puisse faire un peu de conseils sur le côté. En fait, je pense que j'avais déjà ce feeling de genre les gens viennent, me demandent tout le temps des conseils, que je puisse au moins avoir cette bande passante, cette option. Finalement, j'avais tellement de boulot pour Izettle que j'avais pas du tout le temps de le faire, mais j'avais négocié que ça soit pas... Oui, bien sûr. Donc ça aussi, c'est, je pense, une très bonne option pour pouvoir mettre le pied à l'étrier. Je suis d'accord. Autant, je sais que moi, des fois, pour le coup, j'avais besoin, tu vois, de quitter mon entreprise pour être un peu au clair. Ouais. Tu vois. Et en même temps, je me dis, c'est vrai qu'au final, c'est quand même assez confortable de pouvoir se dire, ah tiens, j'ai mon boulot, mais à côté, je teste quelque chose. Je teste des offres. Et si ça prend, et petit à petit, on développe et on prend le temps de développer. Oui, c'est ça. Et c'est maintenant un scénario qui est assez pratiqué. Je pense que aussi le marché du travail a beaucoup changé. Les aspirations sont plus celles qu'elles étaient avant, de rentrer dans une grande entreprise et y faire carrière. Les gens sont plus mobiles. Et puis aussi, tout simplement, on est dans une réalité économique où aussi l'appétit pour plusieurs sources de revenus est beaucoup plus grande qu'il y a 30 ans. Oui, non, c'est clair. Donc maintenant, les gens se débrouillent et sont beaucoup moins dans l'attente qu'une entreprise nous donne tout. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est aussi, je pense que c'est un réflexe et un mode de pensée aussi qui est à encourager. Hein. Tu es resté longtemps
seul dans l'entreprise ou... Pas très longtemps, Ouais, parce que ok. j'avais énormément de boulot. Ok, d'accord. La première année, c'est tout de suite devenu beaucoup de boulot. Ok. Et donc, j'ai été tout de suite rejointe par une collaboratrice, puis une deuxième. Ok. Bon, après, l'entreprise était un peu en accordéon avec le Covid et Ouais, les oui, nouvelles c'est dans cette réalités avec les période-là, taux c'est sûr. d'intérêt élevés et le fait qu'il y ait moins de fonds maintenant disponibles dans l'industrie. Mais oui, non, je ne suis pas restée seule Ok. très longtemps. Et alors, l'autre chose aussi, c'est que finalement, maintenant, j'arrive à absorber beaucoup plus de travail. Je pense qu'au début, on apprend. Ouais. Même quand on arrive avec un certain degré d'expérience. Et maintenant, j'ai des processus qui sont super organisés et je crois que il y a moins de friction en interne. Enfin, j'arrive à absorber beaucoup plus de travail. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est entre guillemets un passage obligé au début. Ouais. Tes process, ils sont loin d'être optimisés. C'est et ça. Ça va un peu dans tous les sens. Mais Et je c'est pense ça que qui c'est rend avec le job, l'expérience. c'est ça, et ça rend le job amusant et passionnant. Ouais, bien sûr. Je veux dire, déployer une fois un communiqué de presse en Italie, en Turquie et en Allemagne, et puis ensuite avoir un CP pour la France et le UK. Enfin, c'est amusant. Ouais, bien sûr. C'est intéressant et c'est stimulant. Donc, Très voilà. bien. Et écoute, est-ce que sur les médias, ça va continuer pour les 10, 20, 30 prochaines années 30, je sais pas. Mais pour l'instant, on a du pain sur la planche. Ok. On a pas mal de clients et on travaille régulièrement avec tous les marchés en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Ok. Donc, ouais, c'est super. Et là, on est très busy. Ok, c'est top. On arrive à la fin du podcast. Donc voilà, il nous reste à peine 5 minutes. Déjà, merci beaucoup, franchement, pour cet échange. Moi, j'ai énormément appris sur ce domaine-là. Ah bah, super. Est-ce que tu aurais peut-être une, deux personnes que tu voudrais voir ou que tu pensais serait intéressant justement de partager son retour d'expérience, son entreprise dans le podcast? Oui, absolument. Alors, on parlait tout à l'heure, tu me disais que tu avais un intérêt pour le médical. Ouais. Nous, on travaille avec Cure 51. Ok. Et donc, même s'ils sont déjà au niveau presque de scale-up maintenant et qu'ils ont fait pas mal de podcasts, peut-être que ça peut être un guest intéressant. Ou en tout cas, dans un deuxième temps, quand la machine est vraiment relancée. Ouais. Mais Nicolas est passionnant. Et Ok. en fait, donc Cure 51, en 2 mots, ils sont sur une mission pour éradiquer le cancer dans les 10 prochaines années. Et ils font ça en créant une database de survivants exceptionnels. Donc en fait, ils se focus sur les survivants de la maladie pour tenter d'isoler, enfin la prémisse c'est de pouvoir isoler les mécanismes de survie qui sont déjà présents dans la biologie de ces survivants, pour ensuite le transformer en traitement, médicaments, etc. Et Nicolas, c'est un passionné, il est repeat entrepreneur, il a développé CARE, Q-A-R-E, et qu'il a vendu ensuite. Donc, il est déjà un acteur de la health tech en France. Ouais. Et son cofondateur, Simon Istolainen, est tout aussi passionné, avec une fibre même plus scientifique. Et lui, il a travaillé chez Hawkin, qu'il a piloté côté américain pendant des années. Enfin bref, donc les deux se sont rencontrés, ils ont fondé Cure 51. Et donc, c'est un projet fascinant. Donc ça peut être un très bon serait super, bien sûr. Et la deuxième personne que je disais, c'est une pépite early stage. Et donc, c'est Antoine Léraud qui a fondé une sports tech qui s'appelle Joulacom. Et donc, le concept de Joulacom, que j'aimerais expliquer de manière plus succincte, mais en gros, c'est une plateforme qui permet aux sportifs de capitaliser sur la création de valeur qu'ils génèrent en fait. Et donc la prémisse de ça, c'est qu'en fait la plateforme permet de donner accès aux fans à des entraînements ou à d'autres formes d'accès direct avec les joueurs. Et donc, ça leur permet de monétiser cet intérêt qu'ont les fans, etc. Et se rajoute à ça les sponsors. Qui peuvent maintenant, eux aussi, monétiser ce qu'on appellerait la long tail, les moments où les joueurs s'entraînent, les échauffements, leur quotidien, tout ça qui, en fait, a une valeur dingue pour un fan. Bien sûr. Et qui est absolument inaccessible en termes de données pour un sponsor. Et donc, en fait, c'est un win-win pour ce trio dans le domaine du sport. En plus de ça, ils ont plusieurs distinctions. La première, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour le programme Fighters de Station F, donc ils sont maintenant basés à Station F. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour le prix Black Excellence de Pharrell Williams, qui a développé un volet France de ce prix, et eux ont été sélectionnés. Donc ils ont déjà 2 distinctions, alors qu'ils sont vraiment dans la phase d'amorçage. Et voilà, Antoine, c'est un passionné du sport lui-même. Il est en plus prof en IA, donc c'est
quelqu'un qui a une expérience de dingue dans le domaine de la tech et qui est un super orateur. Ok. Et je pense qu'il peut être génial pour le podcast. Bon, ce serait avec grand plaisir, en tout cas, de les recevoir. Ouais, super. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour ce podcast. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à très bientôt pour un nouvel épisode.